31 mai 2006, Stockholm. Le serveur dans la chambre d'un adolescent est sur le point de devenir la machine la plus traquée de la planète. Ce serveur héberge The Pirate Bay, un site responsable de 30 milliards de dollars de pertes pour les studios hollywoodiens. 53 policiers armés prennent d'assaut le centre de données, saisissant chaque serveur, chaque câble. À midi, les procureurs suédois tiennent des conférences de presse victorieuses. L'empire de piratage le plus notoire du monde, utilisé par 25 millions de personnes chaque jour, est enfin mort. Mais 72 heures plus tard, The Pirate Bay réapparaît en ligne comme si de rien n'était. Sa page d'accueil nargue ses ennemis avec un navire pirate tirant des boulets de canon sur le panneau Hollywood. Voici ce qui terrifie tous les gouvernements qui observent. Le site n'a pas seulement survécu, il est devenu impossible à détruire. Ils ont saisi tous les serveurs physiques, arrêté les fondateurs, et il est quand même revenu. Si on ne peut pas détruire ça, on ne peut pas contrôler Internet. Comment 3 hackers suédois ont-ils construit quelque chose d'indestructible ? Stockholm, 2003. Gottfried Svartholm a 19 ans. Son pseudonyme en ligne est Anakata, un nom qui deviendra légende et malédiction. Avec Fredrik Neij et Peter Sunde, il assemble un tracker BitTorrent pour Pirate Byron, un collectif anti-copyright. Leur mission : rendre le partage de fichiers sans friction. Pas de gardien, pas d'excuses, pas de journaux de suivi. Le tracker prend feu plus vite que prévu. Fin 2004, leur projet amateur a un nom, The Pirate Bay, et 40 000 utilisateurs qui s'échangent tout, des distributions Linux aux dernières sorties d'Hollywood. En février 2004, les avocats de DreamWorks envoient une mise en demeure exigeant le retrait des torrents de Shrek. La réponse de Gottfried devient un morceau de folklore Internet. La Suède n'est pas un État des États-Unis. Aucune loi suédoise n'est violée. C'est notre avis que vous êtes des crétins. Allez vous faire foutre. Poli comme d'habitude, Anakata. Au lieu de se recroqueviller, The Pirate Bay publie l'échange sur sa page d'accueil. La lettre devient virale. Le trafic triple du jour au lendemain. Chaque menace juridique devient de la publicité gratuite. À la mi-2005, 25 millions de pairs dans le monde se connectent via The Pirate Bay. Assez de trafic pour figurer parmi les 100 premiers sites mondiaux. Début 2006, les lobbyistes de la MPAA travaillent les canaux diplomatiques suédois. La pression monte. Le gouvernement veut que ce problème disparaisse. Mai 2006. Le téléphone de Gottfried vibre avec un avertissement. La police se mobilise. Il appelle Fredrik. Ils ont simulé ce scénario pendant des mois. Leur plan est simple. Des sauvegardes reposent chiffrées sur des serveurs aux Pays-Bas. Si l'infrastructure principale tombe, ils reconstruiront The Pirate Bay. 31 mai 2006, 5h47. La première porte tombe. Les agents se déplacent en équipe synchronisée. 10 sites frappés simultanément. Les disques durs glissent dans des sacs à sceller. Gottfried et Fredrik sont menottés. À 11h, la télévision diffuse. Site de piratage notoire fermé. L'URL de The Pirate Bay ne retourne que des messages d'erreur. La MPAA félicite les autorités suédoises. Hollywood a gagné, mais personne ne compte sur ce qui se passe ensuite. 2 juin 2006. Juste après minuit, des rumeurs circulent. Le site est de retour. La page d'accueil se charge. Le logo du navire pirate tire maintenant des boulets de canon sur Hollywood. Un message, le site BitTorrent le plus résilient de la galaxie. Dans la confusion du raid, l'équipe avait exécuté son plan à la perfection. Migration vers Amsterdam, reroutage DNS, tout remis en ligne en 72 heures. La police a saisi le matériel, mais pas la communauté ni le code. Peter Sunde tient une conférence de presse. Le temps d'arrêt n'était pas de la peur. Nous augmentions l'infrastructure pour gérer tout le nouveau trafic que vous, les journalistes, venez de nous envoyer. Le raid est devenu la plus grande campagne publicitaire de l'histoire de The Pirate Bay. Le trafic double, puis triple. Hollywood a essayé de les tuer et les a accidentellement rendus invincibles. En coulisses, ils renforcent l'opération. Site miroir en Europe et Asie. Code modularisé pour être déployé n'importe où en quelques heures. Sauvegarde distribuée dans 6 pays. Quand un journaliste demande comment ils survivront au prochain raid, Fredrik répond « Nous avons des plans dans d'autres pays. On n'est pas stupide. » Le trafic grimpe à 30 millions de visites quotidiennes. Le raid, censé les détruire, les a transformés en phénomène mondial. Les chasseurs se regroupent. Cette fois, ils ciblent les personnes, pas les serveurs. 16 février 2009, tribunal de Stockholm. 4 hommes sont assis à la table de la défense.
Gottfried, Fredrik, Peter, Carl Lundström, l'homme d'affaires qui a financé l'infrastructure. Il ressemble moins à des criminels qu'à un groupe de rock. L'accusation les présente comme des cerveaux criminels. La défense argue que The Pirate Bay était légal selon la loi suédoise. Un index, pas un hébergeur. Ils n'ont jamais stocké de fichiers protégés, seulement des liens. Un procureur tente d'expliquer BitTorrent et massacre tellement les détails que Gottfried l'interrompt pour le corriger, provoquant les rires de la galerie. 17 avril 2009. Le verdict tombe. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 1 an de prison chacun. 30 millions de couronnes de dommages. En quelques minutes, The Pirate Bay met à jour son logo. Un Mickey Mouse avec du ruban adhésif sur la bouche. Peter déclare que la sentence est du verrouillage de vélo, une punition insignifiante pour un crime sans victime. Les appels commencent immédiatement. En 2011, les sentences deviennent définitives. Quand les autorités arrivent pour arrêter les accusés, l'un d'eux manque à l'appel. Gottfried a disparu. Des notices rouges d'Interpol sont émises. Les diplomates contactent l'Asie du Sud-Est. Comment arrêter un fantôme qui vit de communications chiffrées et se déplace dans des pays sans traité d'extradition? The Pirate Bay, pendant ce temps, refuse de mourir. En 2012, le site abandonne les fichiers torrent pour les liens magnets. Un fichier torrent est une cible physique. Un lien magnet n'est qu'une chaîne de texte. On ne peut pas confisquer une équation. Il publie une sauvegarde de toute la base de données. Quelques gigaoctets. N'importe qui peut lancer un clone en minutes. Le site est devenu un organisme distribué, conçu pour survivre, même si chaque serveur original brûle. 30 août 2012. Phnom Penh, Cambodge. Une task force conjointe intervient dans un appartement. La porte vole en éclats. À l'intérieur, un homme barbu de 27 ans, penché sur un ordinateur, entouré de canettes vides. Gottfried est arrêté, sans résistance. En 72 heures, il est dans un avion pour Stockholm. Mais les procureurs ont de plus grands projets. Ils croient qu'il hackait pendant sa cavale. De nouvelles accusations tombent. Accès non autorisé aux bases de données gouvernementales suédoises. Entre 2010 et 2012, quelqu'un utilisant ses ordinateurs a pénétré les serveurs de Logica, un sous-traitant gérant l'administration fiscale. L'intrusion a accédé aux données de milliers de Suédois. Gottfried nie tout. Son ordinateur a été compromis par des parties inconnues qui l'ont utilisé comme proxy. J'étais une marionnette. Des preuves forensiques confirment qu'un malware était présent. Mais les procureurs argumentent qu'il est assez sophistiqué pour avoir mis en scène cette infection. En 2013, verdict partagé. Coupable de piratage des systèmes Logica. 2 ans de prison, réduit à 1 an en appel. Alors qu'il purge sa peine, le Danemark prépare son propre dossier. En 2012, quelqu'un a pénétré CSC, un sous-traitant gérant les bases de données de la police danoise. L'intrusion a volé les données de millions de citoyens. Les enquêteurs retracent les empreintes numériques vers un alias familier, Anakata. Fin 2013, le Danemark demande son extradition. Le procès danois en 2014 est impitoyable. Sa défense prétend que quelqu'un d'autre a utilisé son alias. Le jury n'y croit pas. Les preuves sont accablantes. 27 octobre 2014. 3 ans et demi de prison, la plus lourde peine pour piratage de l'histoire danoise. Décembre 2015. Gottfried sort de prison, amaigri et endurci. Toutes les dettes sont payées. Il est enfin libre. Sa mère dit au journaliste qu'il veut juste s'asseoir devant un clavier après 3 ans sans en avoir touché un. Gottfried a vécu le récit complet du hacker. Création, gloire, exil, condamnation. Emprisonnement, libération. Et The Pirate Bay, toujours en ligne. Toujours en train de servir des torrents depuis des serveurs que les autorités ne peuvent pas atteindre, maintenus par des administrateurs anonymes. Le site a survécu à de multiples raids, des dizaines de saisies de domaines et l'emprisonnement de ses 3 fondateurs. The Pirate Bay a prouvé une leçon brutale. On ne peut pas tuer ce qui n'a pas de centre.